Si tu veux bien, Nathan, t'asseoir. Et alors, donc, il y a deux autres intervenants dans cette table ronde. L'un d'entre eux est Gérald Kierzek, que certainement vous avez déjà vu à la télé, entendu à la radio. Donc, il est rompu aux médias. Gérald Kierzek est médecin urgentiste, mais pas seulement. Je crois que vous avez aussi un doctorat en santé publique ou en droit de la santé, et donc, important pour nous qu'il y ait quelqu'un qui soit à la fois médecin, qui soit droit de la santé, urgentiste et rompu aux médias. Donc, Gérald, si vous voulez bien venir vous asseoir. Et Sylvestre Huet, que vous connaissez aussi certainement. Sylvestre Huet est journaliste scientifique. Et je pense que c'est important de dire journaliste scientifique. Qui a été journaliste à Libération, qui est maintenant au journal Le Monde, non, indépendant, mais participant au journal Le Monde, et qui a été, qui est un ancien, mais il y a peu de temps, membre du Conseil sur l'intégrité scientifique. Et donc il y a cette double casquette. Il a vu à la fois les choses sur le plan journalistique et sur le plan recherche, médecine, etc. Voilà, donc alors, si vous voulez bien, ce qu'on va faire, on a à peu près 1 heure de table ronde. Si vous voulez bien intervenir, chacun de vous deux, une quinzaine de minutes pour nous parler de votre expérience en ce qui concerne, voilà, en ce qui concerne la science, la médecine et les médias, et pendant une quinzaine de minutes chacun, et ensuite on fera une discussion générale, notamment avec Nathan aussi qui est resté. Est-ce que Gérald, vous voulez commencer ? Merci de me passer la parole avec les mesures barrières de masque et pas de désinfection du micro, mais bon. Je suis le docteur Gérald Kierzek, je suis médecin, je ne suis pas journaliste, j'ai pas de carte de presse, je ne suis pas journaliste et j'étais le médecin d'Europe 1 pendant quelques années et puis sur LCI TF1 depuis plus de 2 ans. Je précise cette timeline parce que c'était avant la crise du Covid, parce que maintenant il y a tellement de médecins sur les médias, à tel point que certains sur Twitter parodient en disant si tu n'es pas passé à la télé quand tu es médecin avant 50 ans pendant la crise du Covid, c'est que tu as raté ta vie. C'est un peu ça quand même. Donc j'étais avant le médecin du groupe TF1 LCI et je suis le directeur médical de Doctissimo, qui est le site santé de TF1 et qui est un site là aussi qui a été beaucoup décrié, qui fait 15 millions de visiteurs mensuels. Donc c'est une puissance quand même d'information importante et on s'est fait un peu dans la ligne éditoriale, un peu comme message de lutter contre les fake news, c'est un peu le mot à la mode, mais en tout cas de valider l'information scientifique. Merci de votre invitation, merci à Christian Hervé à chaque fois de penser à moi quand il y a quelques liens entre science, médiatisation, et puis le mot c'était intégrité au milieu, et je le mets bien justement au milieu. Et ça me semblait à la fois un prérequis, une nécessité, comme Nathan en a parlé. Mais malheureusement, et je pense que ça s'est accéléré, ça s'est amplifié depuis la crise du Covid, ce qui était un prérequis, c'est-à-dire de l'intégrité pour faire de la science, et puis finalement on médiatise des choses qui sont des données qui peuvent être au bénéfice de tous, c'est devenu finalement antinomique. Le mot intégrité avec science, c'est devenu quasiment un gros mot et quasiment surtout superflu et j'allais dire dangereux pour tous parce que, et encore une fois, c'est pas une histoire et moi j'ai bien pris le soin pendant toute cette crise de dire je suis ni pro ni anti-Raoult, je suis ni pro ni anti-chloroquine. Il y a eu un clivage assez terrible entre les pour et les contre. On le voit, on le sent entre Topo, de Nathan, quelques monsieur qui souhaitaient, et je souhaiterais qu'on puisse en parler après, mais on voit bien que finalement, on est passé de quelque chose qui était la science, c'est-à-dire des choses assez prouvées, de la science dure, des choses où on bataille un peu, mais en tout cas, on est capable de sortir, par exemple, un consensus. On est arrivé à un débat complètement irrationnel, passionné, passionnel, et en particulier sur les plateaux de télé, ce qui aurait dû se régler ou ce qui se réglait avant dans des antichambres ou dans des conférences de consensus, dans des sociétés savantes, dans des revues scientifiques, est venu se régler malheureusement sur les plateaux de télévision. Alors, juste rapidement, c'est pourquoi, mon analyse du pourquoi on en est arrivé là, et je pense encore une fois que ça va être, il y aura un avant et après Covid en termes de confiance, tu l'as un peu dit tout à l'heure, confiance dans la science, mais moi ce qui m'inquiète le plus, c'est confiance dans la médecine et dans les médecins.
Et moi, j'ai pu, en mars, avril, mai, où j'étais en secteur Covid, hôpital Cochin, aux urgences, etc., en plein débat sur la chloroquine. Et encore une fois, je pense être un modéré. Je pense que ma parole dans les médias, c'est plutôt de modérer les choses et d'apaiser, parce que je pense que le rôle du médecin, c'est ni de rassurer en disant tout va bien, ni d'alarmer en disant on va tous mourir, mais c'est trouver une juste position. Et bien malgré cette position-là, j'étais parfois pris en otage en tant que praticien avec des patients qui, de bonne foi, mais parce qu'ils avaient écouté tel ou tel à la télévision, etc., étaient dans l'exigence thérapeutique. Et je pense que l'avant et après Covid, c'est quasiment, et vous avez eu la gentillesse de rappeler que j'avais fait un peu de droit aussi, je pense qu'on est quasiment dans une situation où il y a un nouveau droit des patients qui a émergé, qui est l'espèce de... Il y avait le consentement, évidemment, le consentement aux soins, il y avait le refus de soins, mais il y a peut-être quelque chose de nouveau qui a émergé et qu'il faudra prendre en compte, c'est l'exigence d'un traitement. Docteur, vous n'avez pas le choix, prescrivez-moi de la chloroquine, sinon je vous attaque. Et ça, c'était dans la relation quelque chose qui est extrêmement gênant parce que ça modifie cette relation médecin-malade. Et je pense que la base de la relation médecin-malade, c'est quand même la confiance. Et que s'il n'y a plus cette confiance, ça pose problème. Alors juste la première partie, c'est pourquoi. Et il y a deux choses à mon avis. Pourquoi on en est arrivé à cette situation-là et ensuite quelques pistes pour moi de réflexion et qui sont peut-être des pistes éventuellement de solutions. Pourquoi on en est arrivé à cette situation finalement passionnelle, d'opposition, tout simplement parce qu'on a oublié les choses de base. Pour moi, en tant que médecin, la science, la médecine, ça a des codes. Alors, ça a été rappelé, il y a le code de déontologie. Madame, vous avez rappelé aussi un certain nombre de règles d'intégrité. Le problème, c'est que les règles et les codes de la science ne sont pas forcément les mêmes que les règles et les codes de la médiatisation des journalistes. C'est dommage, parce qu'on a un point commun finalement entre les journalistes et les médecins, c'est que justement, il y a un code de déontologie. C'est peut-être là où il y aura des points de rapprochement. Alors que là, on s'est aperçu que finalement, la déontologie, elle était bafouée dans un camp et dans l'autre. C'est-à-dire côté média, clairement, parce qu'il y a eu l'urgence, parce qu'il y a eu la peur. Je pense qu'au-delà de l'urgence, c'est qu'il y a la peur de tous, y compris d'ailleurs la peur dans les médias, et que chacun essayait de se raccrocher à une espèce de lueur d'espoir. Et puis les médecins aussi ont bafoué le code de déontologie, mais à maintes et maintes fois, sans qu'il y ait de rappel à l'ordre, sans qu'il y ait la moindre mise en garde. Alors les codes de la science, c'est quoi? C'est l'intégrité, il y a une loi sur les conflits d'intérêts, il y a une loi sur la déclaration des conflits d'intérêts aussi, ou des liens d'intérêts. On parle de la chloroquine, mais parlons d'autres choses. Parlons du remdesivir, par exemple. J'ai entendu monsieur en parler. Moi, j'aurais aimé que les gens, et encore une fois, je suis ni pro ni anti-chloroquine, mais j'aurais aimé que les gens, tous, qu'ils soient pour ou contre la chloroquine, parce que pour le coup, les gens se séparaient comme ça dans les médias, puissent faire une déclaration publique de leur lien d'intérêt, parce que ça aurait permis de clarifier la situation. Dans la déontologie et dans l'intégrité, c'est de quel point de vue je parle. Est-ce que je suis compétent pour parler? Moi, j'étais assez effaré d'un journaliste célèbre qui, plusieurs semaines, invitait la même personne, etc. À la fin, pourtant tous les jours, c'était cette personne, professeur XY, sa spécialité dessous, spécialité qui n'a rien à voir avec le Covid-19. Et au bout de quelques semaines, le journaliste me dit, après l'émission, au fait, qu'est-ce que c'est sa spécialité? Donc on voit bien que là aussi, il y a des gens qui ont pris la parole, qui sont arrogés une espèce de compétence sans avoir forcément cette compétence à la base. Et évidemment, l'affaire, j'allais dire, de la potion magique, de la chloroquine, mais ça aurait pu être n'importe quoi. Parce que tu as rappelé les règles bafouées on ne doit pas communiquer sans avoir des éléments, etc. Mais il n'y a pas que Raoult qui a bafoué ça. Je me souviens d'un communiqué de presse de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Je ne suis même pas sûr que ça soit signé par un médecin, mais peut-être par un administratif, peut-être le premier d'entre eux. Cet administratif sur le tocilizumab qui fait un communiqué de presse et toutes les rédactions s'engouffrent parce que finalement, dès qu'il y avait une molécule, paf, on s'engouffrait dans le truc sans qu'on ait compris. Ça, c'était il y a quelques mois. On aurait pu dire que les choses se sont calmées. Pas du tout. Avant-hier sur BFM, pour ne pas citer cette chaîne concurrente d'LCI, parce que moi je suis médecin du groupe TF1 LCI, mais sur BFM, vous aviez un PUPH, coordonnateur de l'essai sur le tocilizumab, qui donnait les résultats en disant nous avons une diminution d'un tiers de la durée d'hospitalisation et d'un tiers de la mortalité.
Si vous lisez l'étude, il n'est jamais parlé d'une réduction de la mortalité. Donc on voit bien que là aussi, même avec la compétence de cette personne qui est le porteur de l'essai clinique, etc., il divulgue des informations qui sont d'abord fausses, qui sont probablement prématurées et qui sont de nature à, là aussi, pas respecter un certain nombre de règles qu'on appelle, comme on veut, déontologiques, d'intégrité ou autre. Ça, c'était le code de la médecine ou de la science qui a été bafoué au quotidien, malheureusement, et qui portera préjudice à tous. Et encore une fois, pro, anti, etc., là n'est pas le problème. Et puis, il y a le code des médias. Alors, personne qui est journaliste, vous êtes journaliste, ce que je ne suis pas, et je le précise, mais il y a un code dans les médias. Il y a le code, évidemment, de déontologie des journalistes, mais il y a aussi des codes d'usage, des codes d'habitude dans les médias que moi j'ai eu la chance de connaître depuis quelques années, mais que mes collègues, mes confrères, mes consoeurs découvrent. Quand je dis découvre, il y a vraiment cette notion de découverte avec un peu les yeux émerveillés, papillonnés, éventuellement avec tout ce que ça peut apporter de grisant, d'être sous les projecteurs, d'être sur des plateaux de télé, d'être invité, surtout quand on a des carrières brillantes mais un peu dans l'ombre, ça permet avec la lumière de prendre cette lumière-là aussi. Et parfois, il faut se méfier de ces codes de l'immédiateté, du mot qu'on va dire, qui va être interprété ou coupé au montage, etc. C'est allé très loin. Hein. Rappelez-vous ce réanimateur d'un hôpital parisien qui, à un moment donné, dit oui, on va faire des essais en Afrique sur des populations africaines, les essais de vaccins, etc. C'est allé extrêmement loin. Il a été taxé, alors que c'était, je ne pense pas, son intention initiale, mais a été taxé de racisme, des menaces de mort, etc. C'est-à-dire que ces codes des médias, nous, en médecine, on ne les connaît pas. Donc ça peut être extrêmement dangereux d'être dans ce monde sans qu'on connaisse ces codes-là. Les codes des médias, c'est aussi l'urgence d'avoir un plateau à animer, à remplir 18 heures sur 24. Les chaînes d'information, 18 heures sur 24, il faut remplir. Donc on va remplir avec ce qu'on a, on va remplir avec des gens, ils sont docteurs, ils sont professeurs, de quoi on n'en sait rien, mais bon, finalement, ils parlent pas mal. La forme est probablement plus importante que le fond. Donc, si c'est un bon client, comme on dit dans le langage des médias, on va le réinviter. Et puis, peu importe, à la limite, ses liens d'intérêt, on ne va pas les chercher. Peu importe sa spécialité, on ne va pas la rechercher non plus. C'est des règles de remplissage de plateau, parfois, qui sont des règles dictées. Alors, là aussi, la base, elle est plutôt juste de dire il faut des hommes, il faut des femmes, il faut la parité. Mais on en arrive à des aberrations. C'est-à-dire qu'on en arrive à des compositions de plateaux, non pas sur les compétences, mais sur le sexe, par exemple. Il faut tant de femmes. Et alors, vous avez vu que je crois que c'est le CSA qui a épinglé en disant pendant la crise Covid, il n'y avait pas beaucoup de professeurs femmes, etc. Oui, parce que dans les PUPH, il n'y avait pas beaucoup, ou il n'y a pas beaucoup. Il y aura plus de PUPH femmes dans ta génération que dans ma génération, par exemple. Donc là aussi, une espèce d'évolution naturelle. Mais donc du coup, il fallait remplir par des femmes. Donc on a rempli avec des gens qui sont des gens avec des spécialités parfois assez éloignées de la Covid-19. Oui, mais on pourrait, encore une fois, je ne veux pas stigmatiser pour des raisons d'ailleurs déontologiques, je ne citerai pas de nom, mais je pense qu'il y a des gens côté anti-chloroquine ou côté pro-chloroquine, parce qu'on voit bien que la ligne de partage, et vous ramenez toujours cette ligne de partage-là. Non mais, bien sûr, ce que je veux dire, c'est que globalement, sur ces plateaux-là, vous voyez bien que les règles de remplissage du plateau, d'urgence médiatique, et puis les journalistes, comme le public, il y avait cette peur, et je pense que la peur a été une espèce de, et est toujours une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Ça fait oublier et sauter un certain nombre de règles ou un certain nombre de réflexes, de raisons, parce qu'on est dans la passion, et on n'est pas dans la passion, on n'est plus dans quelque chose de raisonnable. Et on a abouti finalement à une espèce de cacophonie, d'images assez terribles, de confiance qui me semble très écornée. Ce que je trouve assez dramatique, c'est que je pense qu'on aurait appris peut-être avec le temps à s'habituer, puisqu'il faut tenir dans la distance, etc. Et que malheureusement, on voit bien que l'affolement qu'il y a eu lors des mois de mars, avril, on est dans le même affolement actuellement. On nous bassine avec la deuxième vague. Peut-être, bien sûr, il y a objectivement des chiffres qui sont inquiétants. Mais encore une fois, il ne s'agit ni d'alarmer ni de rassurer, mais il faut qu'on soit sur quelque chose de juste, de factuel et, à mon avis, une parole médicale et scientifique plutôt apaisante. Alors, après ces constats-là, et j'en finis avec qu'est-ce qu'on peut faire ? Je pense qu'on peut faire déjà des choses simples, mais il y a des lois qui existent.
code de déontologie doit être respecté. Il y a une instance qui doit faire respecter ce code de déontologie. Ça s'appelle le Conseil de l'ordre des médecins en ce qui concerne les médecins. Il y a une loi sur la transparence qui impose de déclarer ses conflits d'intérêts. Je pense qu'il faut le rappeler, y compris le rappeler aux médias, le rappeler aux personnes qui sont concernées, et il faut que ces conflits d'intérêts, quels qu'ils soient exposés, et ça semble déjà une évidence quand on s'exprime sur un sujet. Encore une fois, aujourd'hui, je vous aurais mis mes conflits d'intérêts, je vous les aurais dit, j'en ai pas beaucoup, allez voir sur le site transparence.gouv, mais si j'avais parlé de telle ou telle molécule, il aurait fallu que je déclare. Donc c'est important que la loi, elle soit respectée. Avant de dire il va falloir en faire une autre, etc., faisons-la respecter. La loi et la déontologie, évidemment. L'autre point, c'est la formation. Et je pense que c'est la formation. Alors, nous, côté médecin, c'est notre boulot de faire de la communication, finalement. Parce que ce que je fais, et c'est pour ça que je précise bien que je ne suis pas journaliste, parce que je n'ai pas la carte de presse, je n'ai pas de formation de journaliste, et je ne fais pas du journalisme. Je suis un médecin qui explique la même chose que tous mes confrères et mes consoeurs de France et de Navarre, ce qu'on fait au cabinet, dans le box des urgences, au bloc opératoire, où vous voulez, je fais la même chose sur un plateau télé. La seule différence, c'est au lieu d'être en one-to-one, je suis en une personne qui va expliquer devant une caméra, et il y a plusieurs centaines de milliers, voire millions de personnes qui regardent. Mais globalement, il n'y a pas besoin de formation particulière, si ce n'est qu'il faut peut-être quelques techniques de communication. En revanche, là, je pense que là, il y a une lacune, il y a probablement des choses à faire. Et j'avais été missionné par Agnès Buzyn, qui était à l'époque ministre de la Santé, pour faire le rapport sur la mission d'information sur le lévothyrox. Et clairement, on avait pointé, demandé à ce qu'il y ait une formation de journalisme scientifique qui existe. Je pense que tu en parleras largement et mieux que moi. Mais il y a de vraies lacunes. C'est-à-dire que les journalistes dans les rédactions ont tous des formations qui sont à peu près monoblocs. C'est-à-dire qu'ils sont très bons en politique et économie, mais globalement, tout ce qui est science, médecine, c'est absolument pas, sauf exception, leur tasse de thé. Donc, ce n'est pas leur réseau, donc ce n'est pas leur connexion, ce n'est pas leur mode de pensée. Donc, forcément, ils vont être beaucoup moins critiques et ils vont être beaucoup plus perméables à des gens qui parlent bien, même s'ils n'ont pas la formation ou même s'ils n'ont pas, parce qu'eux-mêmes n'ont pas l'esprit critique ou la formation critique, n'ont pas les outils pour pouvoir intervenir. Et puis, et c'est mon dernier point, quand je vous disais que je n'étais pas journaliste mais que j'étais médecin, c'est que je pense qu'il faut quand même des gens qui sont un peu des passeurs dans cette histoire-là et qui est peut-être le rôle de traducteur et qui soit, et moi c'est ce que j'essaie modestement de faire, c'est-à-dire de traduire entre les journalistes et le monde scientifique, d'avoir les codes des deux camps pour pouvoir donner un certain nombre d'informations. Je vous parlais du tocilizumab. Quand la rédaction me demande et me dit « Qu'est-ce que tu en penses de ce communiqué de presse sur le tocilizumab ? Est-ce qu'on en fait l'ouverture ou pas du journal ?» En regardant le truc, on dit « Stop, on ne fait pas l'ouverture du journal là-dessus. » Donc ça permet d'avoir cette espèce de rôle de filtre qui me semble relativement important. Donc voilà, il y a ces quelques rappels et puis je pense qu'on discutera largement de la suite et puis je ne vais pas plus monopoliser la parole. Merci à vous. Bonjour à tous. Donc, il y a deux sujets. Il y a la médiatisation du sujet intégrité scientifique dans le fonctionnement du système de recherche. Et puis, il y a un autre sujet qui est la médiatisation intègre de la science. Et ce n'est pas nécessairement les mêmes acteurs, ce n'est pas nécessairement les mêmes angles. Si on était dans un monde idéal, avec des tutelles politiques de la recherche publique, des dirigeants d'établissements de recherche et des universités, des rédactions de revues scientifiques, des pairs relecteurs et des chercheurs, tous intègres et acteurs de l'intégrité scientifique, alors il n'y aurait que des faillites individuelles dans le système de recherche, du point de vue de l'intégrité. Elles seraient toutes repérées rapidement, et la médiatisation du sujet, ça serait de raconter aux citoyens une belle histoire d'un monde scientifique qui fait partout et toujours le ménage sous le regard bienveillant et attentif du pouvoir politique. Et du coup, les citoyens seraient rassurés au moins sur une chose, c'est que la recherche publique, celle qu'ils payent, lui dit toujours la vérité sur la science. Et c'est important parce que c'est une science qui sous-tend les technologies dont notre vie dépend de plus en plus. Et on a envie de savoir la vérité sur les avantages et les risques de ces technologies. Mais évidemment, on ne vit pas dans un tel monde.
On vit dans un monde où les atteintes à l'intégrité scientifique sont significatives et surtout en croissance plus rapide que la production scientifique elle-même. Ça a été montré il y a déjà plusieurs années sur des études partielles sur certains champs disciplinaires avec des chiffres tout à fait révélateurs. Évidemment, des chiffres qui portent sur une minorité de scientifiques, mais en croissance plus rapide que la production scientifique elle-même. Ce n'est pas que les scientifiques soient devenus moins intègres qu'avant, je ne crois pas à une explication sur un changement de la psychologie individuelle des scientifiques qui pourrait expliquer ça. Donc il faut chercher ailleurs. Je considère que ce sont les pressions exercées par les pouvoirs politiques, pratiquement dans tous les pays où il y a de la recherche publique, sur les systèmes publics de recherche et sur les chercheurs qui les poussent à la faute et qui expliquent cette évolution, qui va du petit plagiat à la falsification de données en taille industrielle, en passant par le saucissonnage des résultats pour multiplier les publications, les petits arrangements esthétiques avec les données expérimentales pour avoir une publication une publication dans une revue de rang supérieur. Tout ça, c'est le résultat, dans son évolution croissante, des pressions qui sont exercées par les gouvernements sur les systèmes publics de recherche. Publisher Perry, vous connaissez ça par cœur. Mais il y a d'autres raisons. On vit dans un monde où des scientifiques qui sont emportés par leurs convictions idéologiques ou par des liens d'intérêt coupables trahissent le contrat qui les lie à la société et se mettent par exemple à raconter des salades dans les médias, dans l'espace public, sur des sujets de science dont souvent ils ne sont même pas spécialistes. Alors puisqu'on a donné ce nom, oui, Didier Raoult, il n'a pas seulement raconté des salades sur la Covid, mais il a par exemple écrit à des lecteurs dans un grand journal qu'il ne voyait pas le retrait des glaces polaires sur les cartes, un retrait que pourtant les glaciologues ont documenté avec précision et qui est d'ailleurs particulièrement spectaculaire et provoqué par le réchauffement climatique dont nous sommes responsables par nos émissions de gaz à effet de serre. Alors, qu'est-ce qui passe par la tête d'un spécialiste des virus et des bactéries pour aller sur un pareil terrain et raconter une telle énormité? Là aussi, il y a une explication qu'on peut chercher dans la psychologie et l'ego du gars. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas dit ça dans un café du commerce en prenant un pot avec ses copains. Il a dit ça dans un grand média de masse qui a plusieurs centaines de milliers de lecteurs. Et donc la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi la direction de ce média a décidé de le laisser dire ça? Et la réponse, elle est simple, ça rapporte de l'argent. D'ailleurs, dans le sujet du climat, tout le monde se souvient des salades racontées par des géochimistes et géophysiciens de l'Institut de physique du Globe de Paris, Claude Allègre, Vincent Courtillot, Jean-Louis Lemuel, tous les trois membres de l'Académie des sciences, sous la forme d'interventions dans l'espace public, dans des grands médias, radio, télé, dans des grands journaux, mais même avec des publications dans des revues primaires, dans des revues scientifiques, dont certaines de haut niveau, qui comportaient des erreurs telles qui valent 0 sur la copie d'un étudiant en première année en géosciences, que nécessairement ça posait le problème de la probité du peer review qui avait été fait, et que un tel dysfonctionnement qui atteint le cœur de la science, dans la production de connaissances, c'est nécessairement un comportement non intègre. Il ne peut pas être expliqué uniquement par l'incompétence. Ça, c'est pas possible. Et pourquoi c'est un problème grave? C'est parce que nous avons, nous les sociétés humaines, à prendre des décisions difficiles, lourdes, sur comment on utilise l'énergie, sur l'industrie qu'on utilise, parce que le changement climatique est dangereux pour les sociétés humaines et qu'en conséquence, tromper la société
sur les connaissances que nous avons sur le changement climatique. Ce n'est pas seulement quelque chose de non intègre, c'est quelque chose de grave parce que ça peut mettre en cause la capacité des sociétés à prendre les bonnes décisions pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Et donc, ce n'est pas un problème purement académique. On vit dans un monde où il y a des puissances économiques et financières, industrielles, privées, qui mobilisent des scientifiques pour intervenir dans les processus de régulation, de mise sur le marché de médicaments ou de produits industriels qui sont diffusés massivement. Et cette mobilisation peut les entraîner à des actions inéthiques et non intègres, comme l'ont montré les Monsanto Papers, où on a repéré que des universitaires se prêtaient à des pratiques comme je suis un auteur fantôme, qui sont strictement interdites par tous les codes de déontologie de la recherche dans le monde entier. Sans parler de l'immense marché des médecines douces, parallèles et tout ce que vous voudrez, qui reçoit le renfort inéthique de docteurs en médecine. Dans ce monde réel-là, c'est dans ce monde réel-là que la médiatisation des affaires, des manquements à l'intégrité se déroule. Le rôle social de la presse dans une société démocratique, c'est d'aider la société, les citoyens, les décideurs à y voir clair. Et là, j'ai un petit désaccord de termes avec mon voisin. Ce rôle social, c'est un rôle théorique. Personne ici, dans cette salle, n'imagine qu'on puisse faire fonctionner correctement une société démocratique sans une presse indépendante, pluraliste, qui fait vivre le débat d'opinion, mais aussi une presse qui répond aux prérequis implicites et rarement discutés de la démocratie. Les citoyens sont censés choisir en connaissance de cause, pas en méconnaissance de cause. Donc la presse, elle ne doit pas seulement être libre, indépendante, pluraliste et tout ça, elle doit aussi transmettre des informations correctes, notamment dans des domaines où il y a une vérité qui existe, qui est la vérité scientifique du moment, dans les domaines scientifiques et techniques. Et si cette composante indispensable d'une presse démocratique permettant d'en avoir un espace public où les citoyens peuvent puiser les connaissances qui leur permettent de décider quelle politique ils veulent, quels dirigeants ils veulent, en connaissance de cause, alors dans une société qui dépend de plus en plus des technologies, eh bien, la démocratie est pire que bancale. Il lui manque un élément essentiel. Comment décider en démocratie des technologies qu'on doit utiliser pour vivre, alors qu'il y a objectivement un problème énorme de partage des connaissances, énorme, un problème que vous, les scientifiques, ne savez pas résoudre. En général, les biologistes sont ignares en physique nucléaire et vice-versa. Et je vais vous prendre 150 exemples que j'ai eus en 35 ans de carrière illustrant l'ignorance d'un scientifique bac plus 15 membre de l'Académie des sciences sur ce qui se fait dans le labo d'à côté. Vous le savez tous. Donc si les scientifiques eux-mêmes n'ont pas résolu le problème du partage des connaissances, alors que c'est leur métier, évidemment, la société, les citoyens, dans leur ensemble, du concierge au président de la République, qui peut par exemple être un brillant avocat d'affaires et totalement nul en technologie et en physique, cette question du partage des connaissances n'ayant pas été résolue, le rôle de l'éducation, ok, mais de la presse comme espace public, le seul endroit où on s'attaque à la question, est évidemment décisif. Et plus cet espace public est pollué par de la désinformation sur les sciences et les technologies, et moins la démocratie peut tout simplement exister. Alors, il y a des gens qui réchignent à la médiatisation des affaires d'intégrité scientifique qui existent dans le monde. Scientifique en direction du public, en général au nom de « le linge sale se lave en famille ». Ça participe du fait que
la situation n'est pas satisfaisante. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous en discutez. C'est pour ça qu'il y a eu la création de l'Office français d'intégrité scientifique, du COFIS, qui est une sorte de conseil scientifique de l'Office, qui a eu tous les textes dont Ghislaine Filiatro vous a parlé. C'est un travail continu. Le simple fait qu'il existe est une bonne nouvelle, mais c'est aussi la nouvelle que les problèmes ne sont pas résolus et qu'on peut être relativement insatisfait de la situation. Donc, dans une telle situation, ce qui doit gêner, ce n'est pas qu'il y ait des affaires, ce n'est pas qu'il y ait des manquements à l'intégrité. C'est le contraire, ça. Ce n'est pas qu'on en parle, c'est que ces affaires existent. Et que c'est pour qu'elles soient combattues qu'il faut en parler, mais comment ? De quelle manière faut-il les aborder ? Et moi, je dirais qu'il faut d'abord les aborder du côté de la cause structurelle qui fait qu'elles ont augmenté. Et donc d'abord sur l'action politique, d'abord sur les actions des gouvernements qui mettent sous pression le système de recherche et le poussent à la faute. Tout à l'heure, on a parlé du système SIGAPS. Ça en était une illustration particulièrement claire. Mais vous êtes dans les affaires médicales. Moi, quand j'ai entendu Nicolas Sarkozy, président de la République, dire aux dirigeants de l'industrie pharmaceutique « Je mets la recherche publique à votre service », ben, ça ne m'a pas rassuré sur l'évolution de l'intégrité scientifique dans le monde de la recherche biomédicale. Parce que ce n'est pas un mode de relation favorable à l'intégrité que ce mode de relation de servance, de servante d'intérêt privé auquel Nicolas Sarkozy voulait réduire la recherche publique. Et d'ailleurs, on voit bien que les discours officiels, notamment depuis le rapport Corvol et la création de l'Office, patinent et ne correspondent pas nécessairement à une volonté politique sincère. Ok, l'Office a été créé, mais en fait, vous savez tous qu'il marche très mal et qu'il produit très peu. Et s'il produit très peu, c'est essentiellement parce qu'il a été créé avec peu de moyens, avec un statut diminué, et ça aurait dû être une autorité administrative indépendante. Il a été réduit au simple état de département du HCRES. C'est un secret de polichinelle que sa première directrice n'avait pas le soutien majoritaire du COFIS et qu'elle a été imposée par le président de l'époque du HCRES, Michel Cosnard. Si encore Michel Cosnard avait été un garant extrêmement farouche de l'indépendance du HCRES, qui est une autorité administrative et qui donc indépendant, qui donc ne doit pas recevoir d'instructions du gouvernement, c'est dans sa constitution, si je puis dire. Bon, pour la petite histoire, il y a 2 ans, j'ai écrit un article qui disait tout le mal que je pensais de l'attitude du gouvernement et notamment du ministre de la Recherche, Frédéric Vidal, dans des affaires d'intégrité dont vous avez entendu parler sur la biologie française. Le cabinet de la ministre n'a rien trouvé de mieux que de donner pour instruction à Michel Cosnard de venir me tirer les oreilles. C'est pas arrivé totalement jusqu'à moi parce qu'il a fait l'erreur de passer par l'intermédiaire du président du COFIS qui lui a répondu « Écoute, Michel, tu es bien président d'une autorité administrative indépendante, donc tu ne dois pas recevoir d'instructions de gouvernement. » Bon, personne ne peut prévoir ce que Thierry Coulon, le futur président du HCRES, malgré le fait que la majorité des parlementaires ait voté contre lui, mais qui sera probablement nommé en Conseil des ministres président du HCRES, fera. Mais ce qui est clair, c'est que sa position d'ancien conseiller d'Emmanuel Macron à la présidence de la République ne présage pas quelqu'un qui va protéger l'office d'instruction gouvernementale et qui va lui permettre de déployer une grande autonomie.
je vous prie de noter que dans le débat parlementaire, certains parlementaires, certains d'opposition de gauche, mais même certains du groupe parlementaire majoritaire, ont suggéré d'augmenter les moyens de l'Office, de lui donner un statut plus réellement indépendant. Et donc, c'est une indication du fait que, même dans les gens proches du pouvoir, l'analyse que je fais, selon laquelle la situation actuelle n'est pas satisfaisante et qu'il faut transformer les choses, est plus répandue que ce qu'on pourrait croire. Je vais simplement, pour terminer, réagir un chouïa à ce qui a été dit sur les médias, la crise de la Covid, Raoul, tout ça. Au tout début de l'affaire de l'hydroxychloroquine, un bon journaliste spécialisé en sciences va dire, pour l'instant, chers lecteurs, chers auditeurs, la seule chose que je peux vous dire, c'est que j'espère que ça va marcher, parce que je vois bien qu'il n'y a aucun traitement pour l'instant. Mais je peux vous assurer qu'on ne sait pas si ça marche. Et on ne sait pas non plus si ça ne marche pas. Et ce n'est pas bénin. Il y a des risques, notamment avec les personnes âgées, ayant des antécédents cardiaques, etc. Ça, c'est ce qu'on peut dire au début. Et donc, éventuellement, avoir une attitude, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre. Voilà. Mais une fois que le boulot a été fait, une fois que les études ont été publiées et que les méta-analyses, c'est-à-dire celles qui prennent en considération tout ce qui a été fait, concluent d'une manière claire, ça ne marche pas, alors le journaliste doit dire à ses lecteurs et aux auditeurs, ça ne marche pas. Alors évidemment, ça veut dire, pour le faire d'une manière compétente, d'avoir une certaine habitude de la production scientifique. Je vais vous prendre un exemple simple. Nathan vous a cité un truc qui est sur medRxiv de ce matin ou d'hier, je ne sais plus. Une nouvelle analyse, une méta-analyse qui affirme pas seulement que l'HCQ ça marche pas, mais qui montre que en plus c'est risqué. C'est un préprint. Ça n'a pas encore été évalué par les pairs. Et moi, qui ai lu des centaines d'articles scientifiques en 35 ans, quand c'est une méta-analyse qui est signée par 40 personnes, d'un peu de partout, il n'y a pas de souci. Qu'elle prend en considération tout ce qui a été publié, et que ce n'est pas en contradiction avec les méta-analyses qui ont été faites avant, avec un peu moins de... La probabilité pour que ça soit faux est très basse, vraiment très basse. En revanche, si c'est un papier qui est en préprint, qui dit le contraire de ce que 150 papiers sur la même chose ont dit, qui est fait par 3 chercheurs pas super connus sur le sujet, ben là, quand on est compétent, on n'en parle pas. Et si le rédacteur en chef s'excite là-dessus parce qu'il y a eu une dépêche AFP, on lui dit non, on n'en parle pas. Ça n'a aucun intérêt. Et c'est pour ça que vous avez raison de dire oui, il faut des journalistes scientifiques dans la rédaction. Il ne faut pas seulement qu'ils y soient, il faut qu'ils soient écoutés. Hein, ça m'est arrivé sur les questions climatiques de m'énerver un peu face à des responsables de rédaction. Quand Claude Allègre a publié en 2010 son bouquin « L'imposture climatique », qui est un tissu de conneries et aussi de mensonges, de falsification de données scientifiques publiées, avec des courbes inversées, d'un truc qui vaut licenciement direct sans indemnité, si vous faites ça dans une revue scientifique et que vous êtes employé de l'INSERM ou du CNRS. Peu après l'apparition, le directeur de la rédaction du journal où je travaillais à l'époque, Libération, Laurent Geoffrin, en comité de rédaction, a dit « Ah, ce week-end, j'ai lu le bouquin de Claude Allègre, il est formidable, il faut en faire la publicité. » Bon, heureusement, on ne l'a pas fait. Bon, c'était une question de rapport de force interne entre lui
moi et puis d'autres collègues qui m'ont soutenu. Mais quand, à la même époque, David Pujadas, le rédacteur en chef de France 2, du journal télévisé, oblige, contre l'avis de son rédacteur spécialisé en sciences, qui refuse de le faire, un autre journaliste à aller faire un 3 minutes Courtillot, 3 minutes Jouzel pour le 20h, et qu'il présente ces 6 minutes en disant « Vous voyez, les scientifiques ne sont pas tous d'accord sur le réchauffement climatique », pour moi, là, on est dans la faute professionnelle lourde. Et ça ne lui sera jamais reproché. Et il y en a d'autres encore. Et qu'est-ce qui se passe dans la crise de la Covid? C'est quand même simple. Les médias qui sont le plus dépendants de l'audience et qui ne vivent que de la publicité sont ceux où il y a eu le plus de salades et de conneries et de mensonges. Pourquoi? Parce que comme ça a été rappelé et comme ça a été prouvé par des études scientifiques très nombreuses en psychologie sociale, mais il y en a une célèbre, l'analyse de la propagation des nouvelles vraies et des nouvelles fausses sur Twitter a fait la une de Science il y a 3 ou 4 ans. Oui, les gens sont plus intéressés par le faux que par le vrai, plus attirés par le faux que par le vrai, et ont plus tendance à répercuter le faux que par le vrai, parce que, comme on dit dans la presse, c'est plus croustillant en général. Ce qui est faux, c'est souvent plus attractif que le vrai. Le vrai, c'est chiant, et en plus, c'est dur. Parce que si le vrai, c'était facile, il n'y aurait pas besoin de faire des thèses et des études très longues pour comprendre un petit bout de la biologie et de la physique. Donc, si le vrai, c'est chiant, souvent, et très dur, c'est logique que les êtres humains soient plus attirés par le faux et le merveilleux et tout ce que vous voudrez. Donc, ça rapporte plus d'audience et plus d'argent de faire monter en une de plateau un Raoult ou un Perron ou tout ce que vous voudrez, plutôt que de faire parler Nathan, par exemple. Et c'est ça le moteur. Et alors, évidemment, le pire, il faut intégrer ça maintenant dans toute réflexion sur le média, et je vais m'arrêter là, c'est les réseaux numériques, les réseaux sociaux numériques. Pourquoi il faut les intégrer dans les médias? Parce que de facto, ils le sont. De facto, au sens où il y a des milliards d'êtres humains qui acquièrent des informations via les réseaux sociaux numériques. Et donc, il faut le faire, il faut les intégrer dans les lois sur les médias. Il faut que Facebook, il faut que Twitter, il faut que tous les autres réseaux sociaux, que Google, etc., soient aussi fortement condamnés par un tribunal, par diffamation par exemple, pour diffusion de fausses nouvelles, que n'importe quel journal. Alors ça leur porterait un coup très fort au niveau de leur modèle économique, mais c'est probablement l'une des voies à prendre pour essayer de diminuer le flot de conneries qui sont diffusées par les réseaux sociaux numériques. Ce n'est pas une idée de Sylvestre Huette. Il y a 3 ans, la Commission européenne a réuni ce qu'on appelle un groupe d'experts de haut niveau sur la question des fake news. Ils ont pondu un rapport très complet. Ça fait partie des propositions qu'ils ont faites. Je vais m'arrêter là. Merci. Merci Sylvestre Huet, merci Gérald Kierzek pour vos interventions. Nathan aussi, bien sûr. Alors, c'est une session qui est ouverte à la discussion. Si vous voulez bien, ce que je souhaite, c'est que vous vous présentiez au moment où vous voulez intervenir. Vous levez la main, vous vous présentez avant d'intervenir. Et s'il vous plaît, parce qu'on est en fait là dans un colloque qui est surtout à destination des étudiants. Vous vous rappelez, hier, étudiants en thèse, étudiants en master, jeunes chercheurs. Et donc, ce qui est important, c'est la discussion scientifique. Et donc, je dis ça pour éviter, parce que je sais qu'il y a des opinions divergentes, etc., éviter la véhémence, si c'est possible, rester simplement sur un plan scientifique, avec des connaissances scientifiques, de façon à ce qu'il y ait une confrontation scientifique. Voilà, merci. Donc, il y a des micro-baladeurs. Alors, si ça ne vous ennuie pas, vous passez le micro, parce qu'il y a le problème de l'arsène, sinon. Voilà, donc, je vous laisse celui-là.
Oui, j'aurais une première question à M. Pfeffer-Smadja. Je pense que vous faites une erreur de ne pas vouloir faire la différence entre science et recherche. Ce à quoi on a assisté pendant toute cette période, ce n'est pas une crise de confiance dans la science, c'est une crise de confiance dans la façon dont la recherche se faisait. La science étant, par définition, des connaissances stabilisées, et la recherche étant, par définition, un processus, et c'est en ça que ce processus a posé problème. La seconde chose, c'est que vous n'avez pas parlé du Lancet, qui a été un bon exemple sur la façon dont on peut lire un article et se faire à l'idée s'il est fondé ou pas. Et la troisième chose que vous avez peut-être oublié, c'est qu'il y a eu un conflit dans les services eux-mêmes. C'est-à-dire que dans les services de médecine, vous aviez des pros et des anti-hydroxy. Ça veut dire que même dans le cadre du corps médical, vous avez quand même une approche sur un sujet conflictuel qui lui-même n'était pas réglé. Vous avez on a tous assisté à des conflits énormes à l'intérieur de ces services. Donc ça pose quand même aussi des questions sur comment les règles sont appliquées à l'intérieur même du corps médical. Laurent, est-ce que tu peux te présenter? Oui, pardon, Laurent Dianou, CNRS. Et dernier point, vous aviez ça sur la façon dont on peut percevoir la confiance du public par rapport au corps médical. Je crois que c'est un moment, c'est que les citoyens sont en train de se dessiller sur ce sujet. Et je vous cite un exemple quand même très simple, c'est à Bichat, vous avez un pneumologue qui avait fait témoigner devant le Sénat sur la pollution des particules fines, en omettant de dire qu'il était payé par Total à hauteur de 300 000 euros par an, et il a été condamné. Et c'est un rare cas. Je pense que ça devrait se développer. On devrait poursuivre beaucoup plus. Et donc c'est en ça que le COFIS ne marche pas, c'est que vous aviez effectivement des médecins eux-mêmes qui considèrent qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts alors qu'ils sont payés par le privé. Merci. Donc, je suis tout à fait d'accord avec votre première et votre dernière remarque. Donc, merci d'avoir fait cette distinction science-recherche qui était, je l'avoue, pas tout à fait claire. Concernant votre deuxième remarque pour le Lancet, effectivement, je pense que c'est un événement important. C'est un événement intéressant parce que rétraction il y a eu. Message de Richard Horton, qui est l'éditeur du Lancet, a été partagé. Un éditorial qui les pousse à faire plus attention à ces grosses bases de données qui sont un vrai risque, je pense, lorsqu'elles ne sont pas contrôlées, puisque les reviewers, et à juste titre, ne consultent pas la base de données et ne demandent pas l'algorithme, généralement, qui permet de l'analyser dans ces énormes analyses. Et je pense que là-dessus, c'est un vrai risque. On est bien sûr content que ça ait été rétracté et je pense que c'est important que les journaux apprennent de cette erreur et contrôlent, notamment avec des revues statistiques. Mme Costagliola a très vite dit, nous au sein du groupe, quand on discutait, qu'il y avait des soucis statistiques et notamment dans les analyses autour de cet article et donc il fallait s'en méfier. Et donc voilà. La troisième remarque pro-anti, je pense qu'il faut totalement, moi je m'oppose totalement à cette distinction pro-anti-hydroxychloroquine. Ça n'a pas de sens. C'est comme si on me disait aujourd'hui, est-ce que vous êtes pro-anti-cyclosporine dans le VIH? Il n'y a plus de débat en fait. Je pense qu'il y a des gens qui, comme le dit M. Huette, analysent la littérature scientifique et constatent qu'il y a cette fois-ci science qui a parlé et donc il y a un consensus, un médical et scientifique. Effectivement, donc je vois plus de débat à ce titre. Là, tout le monde est clair dans le monde médical. Et il y a eu débat, et dans le service, il y a eu des débats vraiment intéressants. Et le débat, il n'était pas forcément autour de l'hydroxychloroquine. On ne s'est jamais dit moi je suis pour, moi je suis contre. Ce qu'on s'est dit, c'est à quel point il faut donner un traitement dont on ne sait pas l'efficacité dans un contexte comme une pathologie qu'on ne connaît pas du tout, comme la Covid-19. Et là, nous, il y a eu deux réponses. La première, c'est de vraiment favoriser l'inclusion dans les essais thérapeutiques, puisque c'est ce qui va nous permettre, dans un deuxième temps, d'avoir des réponses. Et on l'a toujours fait quand on a pu le faire. Et puis la deuxième, c'est bien sûr de laisser la liberté aux médecins qui prescrivaient de prescrire une molécule, tout en suivant de façon extrêmement précise ce qui se passait. Donc il y a eu une répartition parmi les médecins, et ce n'est pas le débat d'hydroxychloroquine, puisqu'il y a eu du lopiritonavir qui a été prescrit, il y a eu de l'interféron, il y a eu même du daru qui a été donné, il y a eu de l'hydroxychloroquine, toujours en ayant vraiment à cœur de suivre très précisément ces patients, et c'est lorsqu'ils ne pouvaient pas être inclus dans des essais thérapeutiques. Et je pense qu'il y a effectivement ce débat. Est-ce qu'il faut absolument faire quelque chose? Moi, à titre personnel, je pense qu'il est urgent de ne pas prescrire quand on ne sait pas.
et que c'est cause de problèmes thérapeutiques. Après, on peut comprendre des sensibilités un peu différentes, et si ça se fait dans un cadre où c'est surveillé, bien sûr, et si ça ne retarde pas et ça n'empêche pas les essais cliniques. Juste un mot, on n'est plus dans le cadre du débat scientifique qui est effectivement plus tranché ou même tranché, mais on a bien vu que ce débat scientifique pour ou anti s'est transposé dans un débat qui n'est plus scientifique mais qui est un débat politique, et que le clan pour ou anti s'est transposé en pour ou anti-système, puisque Raoult lui-même l'a déplacé du champ scientifique au champ politique et sociétal, et qu'on voit un certain nombre de clivages plus du domaine sociologique ou politique que du domaine scientifique. Et j'allais dire que je suis d'accord avec ce que tu disais, c'est-à-dire que ça a été pour ou anti au début. À partir du moment où c'était tranché sur le moment scientifique, il aurait fallu tout de suite médiatiser ces choses et le dire de partout. Et enfin, moi, je pense avoir été assez clair en disant la chloroquine, ça marche pas. Il y a probablement d'autres choses qui fonctionnent. Et Raoult ne dit pas que des bêtises. Quand il dit le pessimisme tue les malades, il a raison, et qu'il faut les hospitaliser tôt. Là aussi, il a raison. Mais sur la chloroquine, il a tort. Sauf que ça, c'était inaudible, parce que finalement, le moment de glissement entre le scientifique et le politique était déjà passé. On avait déjà glissé de l'autre côté avec les clivages dans la société qu'on peut voir dans les médias ou dès qu'on parle maintenant de ce sujet-là, on a complètement oublié la chloroquine. On n'en parle même plus de la chloroquine. En revanche, le clivage, la fracture, elle y est. Bon. Pour ma part, ça marche pas. Si. Je suis très ennuyé parce que l'histoire manque dans tout cela. En 1992, par là, 89, 90, on envoie au New England Journal of Medicine, quand je dis on, c'est pas moi, on envoie une recherche sur des personnes plongées dans des baignoires pleins d'eau froide, et du moins on y fait référence. Et il y a dans ce cas-là un tollé, parce que bien sûr il s'agit des expérimentations nazies et de leur prolongement, et d'ailleurs tout un débat s'est fait à ce moment-là pour savoir si c'était vraiment de la recherche, si c'était pas de la recherche, comment. Et toute cette période a occulté le fait de demander le consentement pendant 20 ans par la plupart des médecins lorsqu'ils étaient amenés à faire une expérimentation thérapeutique. Et il a fallu attendre de 1947, lieu où il y a eu, comment dire, une espèce de critériologie de ce que devait être un consentement, donc le Code de Nuremberg. Et il a fallu attendre 1964, 17 ans, pour que l'Association médicale mondiale accepte en définitive, avec ce débat, est-ce que c'était de la recherche, pas de la recherche, comment, ou de dire non, on ne fait pas de la recherche, on soigne les patients. Et avec d'ailleurs les droits de l'homme qui font qu'ils n'intégraient pas obligatoirement la recherche, et le comité d'éthique n'était pas obligatoirement un lieu qui devait à cette époque-là éventuellement être déployé en France, alors qu'aux États-Unis, il l'était suite à Beecher, par rapport à un essai, justement, paru dans le New England Journal of Medicine, où il n'y avait pas de consentement et où il avait dit, mais attendez, tous ces essais tels qu'ils sont là, le consentement, quand même, ça existe. Personne ne parlait du consentement, parlait de tout ça. Et l'Association médicale mondiale, en 1964, 17 ans après, admet qu'il puisse y avoir, pour les recherches, un comité pour lequel on demande un avis. Et en France, il a fallu attendre, pour les essais, 1988. Et ce n'était pas du tout pour la protection des patients. Je regrette que mon ami Uriel ne soit pas là. Mais au début, c'était au niveau des députés et des sénateurs, de manière à créer une espèce d'assurance au cas où des accidents ou des incidents surviendraient
pour des malades intégrés dans des essais thérapeutiques et qui aurait entraîné à ce moment-là, parce que le droit avait été interrogé, qui aurait entraîné homicide involontaire, vous voyez donc les charges. Et devant les charges lourdes, les députés et sénateurs ont donc adopté cette loi qui, et là on peut le dire que le Parlement a été important, le Parlement a totalement ouvert cette loi et on a fait une loi de protection des personnes. Mais regardez, 1988. En 1992, comme je dis, le New England reçoit ce fameux article dont je parlais tout à l'heure. On est à peu près dans les mêmes eaux. Et le rédacteur en chef dit de manière solennelle dans un éditorial, eh bien le New England Journal of Medicine, certes, vérifiera tout le temps les éléments qui sont les éléments scientifiques, car c'est son objet. Mais il mettra au même niveau les éléments éthiques désormais, et en particulier les conflits d'intérêts, l'intégrité scientifique, etc. Ce même éditeur est parti en disant qu'il ne pouvait plus rester comme rédacteur en chef, car les lobbies étaient tels qu'il ne pouvait pas garder, etc. Et quand je dis, c'était un grand néphrologue, et là-dessus, il y a eu des successeurs, et même une femme, qui elle-même a été obligée de partir de la même manière. Donc moi, je reviens par rapport au truc du Lancet, c'est-à-dire le point 2 qui a été émis là. Là, si on parle de confusion, la confusion et l'absence de pouvoir peut-être d'une clarté, d'une clarification, est liée à cela. Donc il y a sûrement à ce niveau-là une réflexion à avoir au niveau des éditeurs, pas simplement sur les liens d'intérêt, parce que visiblement une simple enquête qui a été faite ensuite a montré qu'il y avait un intermédiaire, que cet intermédiaire n'était pas fiable, qu'il y avait déjà eu un certain nombre de travaux qui avaient été plus ou moins refusés. Bon, tout ça montre bien quand même que nous ne devrions pas être, par rapport à ces revues, je dirais, trop cléments. Car déjà, des éditeurs sont partis courageusement et, à mon avis, sûrement pour rien, pas pour rien. Et là, au moment où le consensus se faisait comme quoi l'hydroxychloroquine, il n'y avait réellement pas dans les études d'éléments qui permettaient de dire que c'était efficace et que, je peux dire, l'idée de beaucoup, même qui la défendaient, vacillait, arrive. Mais rappelez-vous de quelle manière elle a été accueillie, montrée à la une, prime time, comme on dit, parce qu'elle venait justement du Lancet. Vous imaginez ce... Et là, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'il y a une réflexion qui est plus que tout simplement, après, bon, une excuse, etc. Le problème n'est pas là. Mais le fait que cet élément se soit passé, vous ne croyez pas que la confusion a été entretenue par rapport à ce moment-là? Moi, je le pense tout à fait. Et je crois que depuis 1992 ou 91, je ne sais plus ce moment de l'éditorial, eh bien, la réflexion éthique, nous avons fait une thèse, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est un de mes étudiants. Un de mes étudiants a fait une étude, il a pris 30 essais thérapeutiques dans les plus grandes revues dont on a parlé, New England JAMA, tout, etc. Nous les avons prises et on a coté en fonction des critères, non seulement méthodologiques, mais aussi les critères d'essence éthique, et en particulier le consentement, puisque ça datait de Mathusalem, on peut presque dire. Eh bien, au niveau méthodologie, c'était tout juste à la moyenne, tout juste.
pour les meilleurs essais Et au niveau éthique, autant vous dire que c'était dans les chaussettes. Puisque dans la mesure où vous avez un nombre de, comment dire, et comme il n'est pas l'habitude de dire que c'est passé devant un comité, mais attention, on l'a dit hier, l'éthique de la recherche, c'est pas passer devant un comité d'avoir une signature d'un CPP. L'éthique de la recherche va beaucoup plus loin, c'est tout ce qu'on a pu dire, tout ce qu'on a pu faire dans ce domaine en éthique depuis maintenant 25 ou 30 ans. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que la réflexion éthique telle qu'elle devrait éventuellement être développée par les journaux, est-ce qu'il n'y a pas là un problème de crédibilité qui a entraîné la confusion tout simplement qui s'est passée là? Et je crois qu'il y a une faillite de l'université à ne pas avoir développé. J'en parle d'autant plus que j'étais à un moment le seul à le développer avec Jean Bernard. Eh bien, comment dire en définitive, ne pensez-vous pas qu'il y a aussi une responsabilité des institutions, et je reviens tout à fait, à ne pas développer l'intégrité scientifique, etc. Et je dis les institutions en général, car il ne suffit pas que ça soit simplement dans un laboratoire ou que ce soit même dans un bureau d'une administration. Il faut que ça nourrisse les professionnels jusqu'à les évaluer. Mon ancien doyen, Patrick Berche, pour ceci était pas mal. Il demandait aux différents PUPH qu'il nommait si éventuellement ils avaient une réflexion éthique par rapport au sujet de leurs travaux et en particulier de leur discipline. Et 5 ans plus tard, il les reconvoquait pour voir s'ils avaient développé quelque chose par rapport à cela. Et la plupart du temps, ce n'était pas le cas. Donc, c'est le problème. Mais il restait PUPH. Comment ? Mais il restait PUPH. Et il restait PUPH. Voilà, que... Donc, je crois que là, il y a une réflexion forte. Nous devons nourrir nos étudiants, et moi je suis très heureux quand j'entends un Nathan comme cela, qui est beaucoup plus jeune que moi, Gérald, de la même manière, il fut un certain temps, qui a fréquenté mon laboratoire. Mais, comment dire, je pense qu'il y a eu une insuffisance. Et la confusion que nous avons là est en grande partie, je dirais, de notre fait, quand je dis de notre fait, c'est-à-dire du fait politique et de choix dramatiques, autant au niveau de la santé qu'au niveau de la recherche. C'est dramatique. Et là, c'est un problème français, c'est ça que je suis en train de dire là. Peut-être d'ailleurs international. Excusez-moi d'avoir été un peu long, mais ce côté historique montre quand même qu'il y a eu des choses avant. Il n'y a rien de nouveau dans ce que là. Et ce qui s'est passé au Lancet, quelque part, est inacceptable. Si on veut améliorer la situation, il faut partir de la formule maoïste, le poisson pourri par la tête. Parce que ça marche dans l'autre sens. Si on veut améliorer la situation, il faut s'occuper de la tête. Bien sûr. Alors, quelle tête ? Les revues et, du coup, le pouvoir politique. Les revues. Aujourd'hui, l'indice du fait que vous avez affaire à une bonne revue scientifique, c'est qu'elle fait des rétractions. C'est paradoxal, hein ? Mais c'est pourtant évident. Il n'y a pas de science sans erreur. Si on veut remettre en cause, si on veut faire progresser la science, donc mettre en cause plus ou moins la science passée, ça ne peut pas se faire en gagnant à tous les coups. Sinon, ce ne serait pas de la science, ce serait de la magie. Donc, dans les bonnes revues, il y aura des choses qui vont être publiées et qui seront infirmées par la suite. Même quand tout se passe bien. Par exemple, quand une équipe de physiciens des particules, en retournant dans tous les sens son expérience, arrive à la conclusion qu'elle a trouvé un truc qui va plus vite que la vitesse de la lumière, elle le publie.
dans une très bonne revue. Ça fait des articles dans la presse grand public du monde entier. C'était faux. Résultat, l'analyse, conclusion de l'analyse. Ce qui est intéressant, c'est que c'est cette même équipe-là qui, in fine, en reprenant encore et en fouillant et en découvrant que c'était une caractéristique physique défectueuse d'un composant électronique anodin de l'expérience qui provoquait le signal ayant abouti à cette conclusion erronée. Et donc, la découverte de la fausseté et donc l'infirmation de la publication initiale a été faite par les mêmes auteurs. Et donc, du coup, le papier est rétracté. C'est de l'excellente science. Bon. Le petit truc, c'est que pourquoi est-ce qu'ils ont publié le premier papier? Parce qu'à force d'en parler, même en étant très discret, le fait qu'ils aient observé un truc inimaginable, dépassant Einstein, commençait à se savoir, et que du coup, au bout d'un moment, la seule façon pour faire taire la rumeur, c'était de publier le papier en disant « on ne comprend pas ». On observe que ça va plus vite que la vitesse de la lumière. Bon, dans la semaine qui a suivi, il y a eu 46 000 théories différentes pour expliquer, toutes fausses évidemment, puisque de toute façon l'observation était fausse. Mais bon, on comprend que ça puisse exciter les physiciens des particules et de faire ça, et on ne peut pas empêcher la presse d'en parler quand le phénomène existe. Si tout le monde fait correctement son boulot, à la fin, on explique au grand public comment ça marche, et il est assez content de comprendre le fonctionnement de la belle science. Ensuite, ce que vous pouvez observer, c'est que les revues où il y a le plus de daubes imprimées, enfin, publiées par voie électronique, c'est les revues prédatrices, les revues de très bas niveau, les revues qui publient des trucs qu'on ne reproduira jamais, qui ne sont lus nulle part et jamais cités. Et donc, paradoxalement, les revues où il y a zéro rétraction, c'est les plus mauvaises des revues, d'un point de vue scientifique. Celles-là, c'est simple, il faut les faire disparaître. Pour les faire disparaître, il faut changer la manière dont on évalue les chercheurs, ne plus compter le nombre de publications qu'ils font. Et puis, il faut une reprise en main par les chercheurs eux-mêmes, par les communautés académiques, de toutes les revues primaires, y compris celles qui sont aujourd'hui des groupes privés, qui du coup perdront de l'argent, parce que c'est des trucs très rentables. Là où on pourrait, avec une telle solution, éviter un autre type de papier à rétracter, et qui n'aurait, eux, pas dû paraître, c'est les fraudes. Dans l'affaire du Lancet, il y a deux raisons pour lesquelles le Lancet le publie. La première raison, c'est qu'ils partent de l'idée que les auteurs sont de bonne foi. Ça, c'est le présupposé total de la communauté scientifique. Le collègue est de bonne foi. Il peut se tromper, mais il n'essaye pas de nous tromper. Or, dans ce qui avait été envoyé au Lancet, il y avait une volonté de duperie. Personnellement, je ne sais pas, et peut-être qu'on ne saura jamais où était la duperie. Est-ce que c'était des fausses données ou est-ce que ça avait été des données obtenues illégalement par siphonnage des données d'hôpitaux, sans permission, et donc d'avouer comment on les avait récupérées, exposait les auteurs à tout simplement une condamnation financière, éventuellement lourde. Donc ils n'allaient jamais l'avouer. Donc on ne saura jamais quelle était vraiment la duperie, mais il y avait une duperie. En science, quand quelque chose est
dans un domaine important est faux, soit volontairement faux par une duperie, soit par une erreur, nécessairement, un jour ou l'autre, on le sait. Pourquoi? Parce que si c'est important, on va soit le refaire, soit l'utiliser, ou essayer de l'utiliser. Donc, si c'est faux, ça ne marchera jamais. Et puis, si on le refait et qu'on n'y arrive pas, au bout d'un moment, on va se demander si on n'y arrive pas, ce n'est pas parce qu'on est idiot ou que les réactifs ne sont pas corrects. Il y a peut-être un problème avec la première publi. Et donc, on trouvera. Alors, dans l'histoire des sciences, il y a des duperies qui ont duré un peu longtemps, hein, comme le mix de bonhomme et de singe de Piltdown en archéologie. Mais quand on regarde l'histoire des sciences contemporaines, moi, comme journaliste, ce que j'observe, c'est que les duperies durent de moins en moins longtemps. Hein, ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, si on veut avoir moins d'émissions dans le cœur du système scientifique, dans la production de connaissances, moins d'émissions de duperies et moins d'émissions de mauvaises sciences, de sciences médiocres ou carrément de résultats faux, mais dont on ne saura jamais qu'ils sont faux parce qu'ils n'intéressent personne, qu'ils n'ont pas d'utilisation et que c'est pour ça qu'ils ont été publiés dans une revue de très bas étage. Ce dont nous avons besoin, c'est que le politique change. C'est que la manière dont les pouvoirs politiques font pression sur les systèmes de recherche avec des obsessions de « il faut que chaque denier rende », avec des obsessions de compétition entre pays, avec des obsessions de considérer les dépenses de recherche comme des coûts et pas comme des investissements. Si on veut, puisqu'on a identifié, ça n'a jamais été contesté que c'est ça la cause principale de l'augmentation du manque d'intégrité dans le milieu scientifique, c'est donc d'abord ça qu'il faut changer. Alors après, il y aura toujours des fous, il y aura toujours des menteurs, il y aura toujours des types dont l'ego les poussera à faire des conneries dans un labo de physique, comme dans une entreprise, comme dans une famille. Ça, on ne pourra pas le faire disparaître. Hein. En revanche, en faisant disparaître la cause structurelle de l'augmentation de ce type de phénomène, on n'aura plus que cela à régler. La qualité du système scientifique qu'on aurait si on suivait les conseils que je viens de donner serait telle que ces phénomènes seront extrêmement limités et rapidement circonscrits. Juste en deux mots, je ne suis pas sûr que ce soit le politique qui subit dans cette histoire-là. En revanche, que ce soit l'université ou la faillite d'un système, là, j'en suis entièrement d'accord. Et je vous donnerai juste deux choses. Le publish or perish. Alors vous dites que la cause, elle est politique, extérieure, de rentabilité, etc. Moi, je pense qu'elle est plutôt interne à l'université et au système des carrières qui est vicié. Et la deuxième chose, en plus de ce publish or perish qu'il faudrait, d'une manière ou d'une autre, supprimer, ou en tout cas pas faire les carrières sur ces critères-là, c'est les carrières à vie. Parce que dans ce que vous dites, Christian, sur les mecs qui, 5 ans après, allaient voir le doyen, etc., puis finalement, le type, il intègre ou pas intègre, ça ne change pas grand-chose. S'il y avait une sanction, s'il y avait une évaluation des carrières et s'il y avait la possibilité de rétrograder ou d'avoir des carrières qui soient jugées sur un contrat d'objectifs et de moyens, et finalement, si l'objectif n'est pas rempli et que les moyens qu'on a donnés, le type, il perd son poste, on n'aurait pas eu l'affaire de la chloroquine ou de ce que vous voulez d'ailleurs, parce qu'il y aurait eu une sanction possible. Alors que là, on est face à une impunité. Et l'impunité, à mon avis, est la base du manque d'intégrité, ou en tout cas, c'est la porte ouverte au manque d'intégrité. Alors, je crois qu'il y a Jacques Ayège qui veut dire un mot. Alors, on a encore 10 minutes à peu près, pas plus, parce que Thomas Coudreau... Tu me coupes dès que tu peux. Je vais essayer d'être aussi court que possible. Bon, je vais aller dans le sens... Donc, premièrement, je m'appelle Jacques Ayège. Pourquoi j'ai une certaine légitimité éventuellement à parler sur ça et en rebondissant sur ce que vous avez dit.
Je suis fonctionnaire depuis 1973 avec une formation en mathématiques d'abord, en biologie ensuite, et en ayant fait donc depuis les années 70 une carrière d'universitaire jusqu'à maintenant. Je ne donne pas le nombre de papiers, qui n'est pas 3500, mais donc j'ai publié en biologie à peu près 250 papiers avec 12 000 citations, mais je n'en fais pas en fait un étendard de ma carrière. Il y a les 20 dernières années, j'ai été en fait le créateur de la première plateforme de criblage et avec un collègue chimiste de la première librairie de molécules pour développer au niveau académique l'utilisation de petites molécules comme objet de recherche, comme outil de recherche, et éventuellement, si cerise sur le gâteau, le développement de médicaments, en particulier par le reprofilage du médicament à partir de 1997. Donc le problème de reprofilage du médicament, c'est un sujet que je connais à peu près et dont l'hydroxychloroquine est un parmi d'autres artefacts tels qu'on les connaît. Et si on avait suivi en fait une démarche scientifique normale, ça ne serait même pas arrivé en termes de recherche clinique. Donc au-delà de ça, et en parlant simplement, je reviens sur un point que vous avez abordé. Pour moi, en fait, le problème du Covid et ce qui met en place de la Covid, c'est si on fait l'analogie entre science et communauté universitaire. Ce qu'on fait en tant qu'universitaire, en tant que communauté de scientifiques, c'est de construire en fait des contenus scientifiques certifiés, c'est-à-dire qui sont arrivés à un degré de consensus par le phénomène de disputatio à l'intérieur de la communauté, permettant ensuite, en tant qu'enseignant, de les transmettre vers des étudiants, à la fois sur la manière dont chronologiquement ça s'est passé, et d'autre part sur le fait qu'on ne va pas enseigner, ou j'espère qu'on ne le fait pas, même si parfois c'est une certaine tentation, mais d'expliciter le dernier papier à nos étudiants, parce qu'il y a une forme en fait de plaisir de pouvoir présenter en fait la dernière nouveauté, comme on présenterait en fait la dernière voiture électrique ou le dernier gadget à la mode, etc. Et donc par rapport à ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il y a une faillite de l'université dans l'interaction et la médiation de ses connaissances vis-à-vis du public, je peux que me porter en faux par rapport à ça. C'est mon métier d'enseignant vis-à-vis des étudiants. Quand j'enseigne, ce que je fais, c'est de la vulgarisation à des niveaux de complexification dépendant du L1 jusqu'au master et au doctorat, plus ou moins compliqués. Et à partir du moment où il y a un droit d'accès à l'éducation de la majorité de la population, ce que j'espère, c'est que cette population, d'une certaine manière, est passée par l'université, a reçu mon enseignement et a le socle et les instruments intellectuels pour pouvoir en fait lire un papier scientifique ou d'un journaliste scientifique, mais qui va présenter non pas la dernière controverse à la mode, mais ce qui est en fait une connaissance certifiée. La problématique de Covid, c'est que ce qu'on a vu, c'est une communauté qui n'était pas unie, c'est une communauté où il y avait un certain nombre d'égos, c'est une communauté qui s'est autodétruite à travers ses égos, mais une minorité. La majorité de la communauté est une communauté solidaire qui construit de la science solide à travers des normes de véridiction de cette science et qui mérite en fait, que mérite cette communauté, c'est qu'on regarde la grosse partie peut-être non visible comme dans un iceberg qui est honnête, majoritairement honnête, qui fait de la très bonne science et qui la construit collectivement. Et pas les quelques personnalités totalement égotistes. Vous avez raison. Les 10% de l'iceberg. Et je vous prie de m'excuser, je vais préciser mon propos. Je pense que c'est une faillite du système universitaire médical. Je ne connais pas votre domaine, je ne me permettrai pas de le juger, mais en revanche, je connais extrêmement bien le domaine des nominations universitaires médicales et je pense que c'est une partie très particulière et qui a probablement rien à voir avec le reste de l'université. Et donc, je vais préciser mon propos en disant que je pense qu'on est face à une faillite
du système hospitalo-universitaire, pour être très précis, hospitalo-universitaire, et qu'on est face à ça, et tant qu'on n'aura pas réglé ce problème avec l'inamovibilité, avec l'opacité des nominations, avec l'opacité des conflits d'intérêts, parce que ça, c'est un vrai sujet et qui est peut-être spécifique au domaine hospitalo-universitaire et que vous n'avez pas dans votre champ de compétences et de recherche, etc., mais en tout cas qui est extrêmement présent dans le domaine hospitalo-universitaire, qui n'a peut-être d'universitaire d'ailleurs que le nom, mais qui est probablement très différent des autres sciences. Et pour faire clair, c'est les ordonnances de 58. Oui, bonjour, je me dépêche. C'est pour répondre à monsieur sur les rétractations. Claire, Donc, tu peux te présenter ici. Oui, bien sûr, tout de suite. Je m'appelle Claire Leguet, je suis professeure de biologie cellulaire ici, je suis neurobiologiste, d'accord. Quand je ne fais pas d'enseignement, je fais de la recherche. Donc c'est le mot rétractation. Moi, je pense que quand même, il faut être peut-être plus mesuré que ce que vous dites, c'est-à-dire point trop n'en faut des rétractations quand même dans un journal. Je veux bien croire, vous savez comme moi, que Nature est le champion de la rétractation. Conclusion maintenant, moi quand je lis un article dans Nature, je suis extrêmement méfiante, d'accord, de cette science publiée. Pourquoi ? Parce que je pense que Nature fait souvent un mauvais travail d'éditeur, de reviewing, probablement lié au fait que les reviewers disent c'est pour Nature, ça va sûrement être bien. Donc je pense que là, il y a un biais qui est quand même un peu embêtant. Et puis ce qui m'ennuie aussi, c'est que, rappelez-vous de la mémoire de l'eau, d'accord ? Je trouve que ça a été un débat stérile qui a occupé beaucoup de gens pour rien, d'accord ? Donc la rétractation, sur le principe, je suis d'accord, on devrait tous avoir un doute et réfléchir à nos expériences, etc. Mais une fois de plus, point trop n'en faut. Je trouve que c'est à la fois un mauvais travail. Je pense que les médias, en plus, qu'est-ce qu'elles font ? Dès qu'elles voient apparaître un scoop dans Nature, surtout, elles se précipitent dessus et hop, elles le balancent dans le grand public. Mais le temps que la rétractation ait lieu, c'est fini. Les médias ne vont pas revenir sur ce sujet, d'accord ? On sait tous qu'on nous balance des scoops, mais après, revenir sur ces scoops, on ne sait pas la fin de l'histoire en général. Et ça, c'est grave pour la science quand même. Donc je pense que l'impact, quand il y a trop de rétractation, et après vous avez cité des journaux qui n'ont jamais de rétractation, d'accord, mais ça peut être des journaux tout à fait honnêtes. Pourquoi il n'y a pas de rétractation ? Parce qu'ils publient des choses assez descriptives, mais solides, par exemple. Voilà. Juste pour m'associer à ce qui vient d'être dit avant d'écouter votre réponse, sur le site de Nature, dans la présentation du journal, il se vante, et c'est certainement à juste raison, mais ça fait douter quand même, qu'il se base sur une base de 300 000 reviewers dans le monde. Donc, est-ce qu'on peut prétendre, en tant que journal, avoir, donc même s'il y a évidemment plein de compartiments dans Nature et plein de journaux différents, mais prétendre avoir 300 000 personnes sur qui on sait qu'on peut compter et on sait dont l'expertise sera fiable? Alors, c'est assez drôle parce qu'on parle de Nature, mais dans ma carrière professionnelle, les articles sur des rétractions que j'ai fait concernaient plus souvent Science. Notamment l'affaire des microfossiles dans la météorite martienne en 1996, plus récemment les soi-disant bactéries aliens du lac Mono en Californie, etc. Les bactéries aliens du lac Mono en Californie, c'est intéressant parce que dans toute ma carrière, en 35 ans, c'est la seule fois où j'ai obtenu de la direction de la rédaction une place dans le journal équivalente, la même, pour l'article qui disait que le papier était faux, que pour l'article original qui relatait le papier. Bon, d'un autre côté, dans le premier papier que j'avais fait, et le tiers du papier, c'était pour dire que j'avais des gros doutes. Mais en tout cas, j'ai utilisé comme argument pour demander une page à la direction cet argument-là. Je veux autant de place que ce que vous m'avez donné. Voilà. En revanche, pour le coup de la météorite martienne avec des microfossiles, évidemment, j'avais aucune chance d'obtenir parce qu'ils en avaient fait la une. Et 4 pages, les 4 premières pages du journal. Attention, quand je dis les revues qui rétractent le plus et celles qui le moins, j'exagère un petit peu. Et puis surtout, Nature ou Science rétracte moins de 0,1% des papiers qu'ils publient.
on est sur un pourcentage minuscule. Minuscule. Hein. Mais même avec un pourcentage minuscule, ils sont bien au-dessus des revues, soit très sérieuses, effectivement, en général disciplinaires, où on ne fait que des résultats, etc., soit très au-dessus des revues de daube qui, elles, ne rétractent jamais. Donc, la question qui est posée là-dedans, c'est plus d'avoir une reprise en main par la communauté académique de tout le système de revue, de manière à gérer le problème de l'inflation des articles, qui est lié, c'est vrai, à l'augmentation du nombre de scientifiques dans le monde, qui est inéluctable et qui est le phénomène des 30 ou 40 dernières années. Aujourd'hui, la Chine produit chaque année autant de scientifiques compétents, efficaces, dynamiques que l'Europe. Bon, la montée en puissance de l'Inde. Donc, il y a une inflation de nombre d'articles qui est liée à l'augmentation du nombre de scientifiques productifs, mais aussi, et dans pratiquement tous les pays, liée à la pression du politique. Mon voisin est parti, mais... il a fui. Il a fui, mais désolé, ce ne sont pas les universitaires qui décident de comment leurs carrières sont organisées. Ça, c'est le gouvernement. En plus, une ordonnance. Vous n'êtes pas auto-organisé. Vous n'auto-votez pas votre budget. C'est bien au niveau politique que la question se pose. Je ferme la parenthèse. En tout cas, ce qui est clair, c'est que dans l'inflation des publications et dans celle des publications qui ne devraient pas exister parce qu'elles sont frauduleuses ou de trop mauvaise qualité, il y a le produit de l'action des gouvernements sur la manière dont ils veulent gérer les systèmes de recherche publique. Ce n'est pas une invention de Sylvestre Huet, ça a déjà été écrit 150 fois, c'est prouvé dans tous les sens. Et aujourd'hui, c'est tellement prouvé que c'est écrit dans maintenant DORA, vous savez, les nouvelles manières dont il faudrait évaluer correctement les chercheurs, etc., etc. Donc, si je puis dire, là, il y a un consensus. Le consensus scientifique, il existe. Il existe, mais le blocage au niveau politique, aujourd'hui, il est encore total. Il est encore total, c'est-à-dire que si vous faites un contrat d'objectifs et de moyens, où en général il n'y a pas de moyens entre l'État et le CNRS, l'INSERM, vous allez avoir un objectif de publication qui sera toujours plus. Toujours plus. Plus. En tout cas, Ce qui n'a aucun sens. Je pense que sur ces paroles, qui sont des paroles venir et aboutir à Dora, m'apparaît être une très bonne conclusion. Donc je voudrais vous demander d'applaudir